Bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de venir vous présenter une partie des travaux réalisés dans le cadre de mon doctorat sous la supervision de Gilles Gauthier à l'Université Laval. Ces travaux portent sur la variation saisonnière de la stratégie migratoire chez un migrateur de longue distance de l'Arctique. Lors de leur migration, les oiseaux migrateurs permettent de connecter deux écosystèmes qui sont distants, mais en même temps, ça va les exposer à une diversité de conditions environnementales et de ressources en cours de route. Les oiseaux ont donc le besoin d'ajuster leur stratégie migratoire de manière à maximiser leur fitness et à s'ajuster aux variations saisonnières et annuelles dans les conditions rencontrées en cours de migration. La stratégie la plus commune représente donc une migration rapide au printemps de manière à s'ajuster ou en fait à anticiper la forte compétition pour les territoires de reproduction et les différents bénéfices à Nicheto, notamment sur le succès de reproduction. On va donc parler d'une stratégie de minimisation du temps en déplacement ou une time minimizing strategy qui est la plus commune chez les oiseaux migrateurs. Par contre, la question à se poser, c'est qu'en est-il en Arctique? D'un côté, on a un milieu avec une très forte saisonnalité et des étés qui sont relativement courts, ce qui ne laisse pas grand temps pour la reproduction. À l'opposé, arriver tôt pourrait cependant confronter les oiseaux à des conditions qui ne sont pas nécessairement optimales, à des conditions météo défavorables ou à un manque de nourriture sur les sites de reproduction. Un modèle intéressant pour étudier cette question-là est en fait le labalonque, qui est un migrateur ici transéquatorial, donc qui fait une des plus longues migrations sur Terre. Et il a la particularité, en tant qu'oiseau marin, de devenir exclusivement terrestre en été. Donc, plutôt que de dépendre des ressources marines comme la plupart des oiseaux marins, il va dépendre de proies terrestres, à savoir les lemmings. Les lemmings, c'est des micro-mammifères qui présentent des forts cycles d'abondance avec des années avec des très, très, très fortes abondances et d'autres années pratiquement aucun lemming sur les territoires de nidification des laves. Par contre, on n'a aucune information a priori sur la migration en Amérique du Nord de cette espèce-là. Ça m'a donc amené à définir deux objectifs. Le premier qui était d'abord de documenter pour la toute première fois la migration du labalonqueux en Arctique, pour ensuite arriver à analyser les stratégies migratoires utilisées par l'espèce. Donc, le but était de voir ultimement si les laves avaient une migration printanière plus rapide et que les contraintes en Arctique le poussaient à utiliser une stratégie de minimisation du temps en déplacement, comme c'est le cas chez la majorité des espèces migratrices. Pour ça, je me suis rendu sur l'île Billow, dans le Haut-Arctique canadien, où pendant plusieurs étés, j'ai fait de la capture de la ballonque. En capturant les oiseaux, je leur ai déployé des géolocalisateurs, qui sont les petits appareils que vous voyez sur les photos ici. Ces appareils-là enregistrent l'intensité lumineuse et ensuite, en récupérant les appareils, on peut analyser ces données-là et, en fonction des variations en intensité lumineuse, établir la migration et les localiser à travers le globe pendant une année complète. Également, les appareils sont équipés d'un capteur d'immersion en eau salée. Donc, à une fréquence régulière, l'appareil fait une mesure à savoir s'il est en contact avec l'eau salée ou s'il est immergé ou bien s'il est sec. Dans le cas où l'appareil est sec, on sait que durant la période non reproductrice, c'est signe que l'oiseau est en vol. Alors que si l'appareil est humide, est en contact avec l'eau salée, ben pour nous, ça veut dire que l'oiseau est soit posé sur l'eau à se reposer ou encore à s'alimenter, ce qui nous permet d'avoir une idée de la phénologie de sa migration et encore de son patron d'utilisation du temps en hiver. Donc, avec les années, j'ai déployé 70 géolocalisateurs et j'ai réussi à récupérer 60 de ce nombre-là pour avoir 43 trajets migratoires. Donc, vous allez les voir apparaître ici. Chaque point représente un trajet migratoire et on voit les oiseaux qui quittent vers la fin de l'été les sites de reproduction en Arctique. Ils vont faire une importante halte migratoire au large de Terre-Neuve, une zone de très forte productivité utilisée par beaucoup d'espèces marines. Et ensuite, les oiseaux se déplacent. En tout, j'ai réussi à identifier 6 sites d'hivernage différents, dont le plus utilisé est la région de Poiling du Bengala, utilisé par 68 des individus, comme 3 à 15 pour tous les autres sites. Ces zones-là sont toutes associées à à des forts courants marins, donc des zones de grande productivité. Mais pourquoi utiliser majoritairement la région du Bengala? Eh bien, la réponse semble être que cette zone-là est beaucoup plus stable, beaucoup plus constante entre les années et à l'intérieur d'une saison, contrairement aux autres sites qui vont présenter une variabilité un peu plus grande, ce qui en amène une moins grande prévisibilité, et donc c'est un risque un peu plus grand pour les oiseaux migrateurs. Donc là, vers le début juin, en fait, les oiseaux reviennent sur les sites de reproduction après avoir passé plus de 145 jours sur les sites d'hivernage. Et comme on le voit sur les deux cartes qui sont apparues à gauche, celle à l'automne et celle au printemps, le trajet n'est pas exactement le même dans les deux migrations. C'est évidemment pas le trajet le plus court qui est utilisé entre le site de reproduction et le site d'hivernage, mais ce patron migratoire-là semble associé à une stratégie qui permet d'optimiser la dépense d'énergie. En fait, en étant
aidés par des vents dominants dans l'Atlantique, les oiseaux ont à déployer moins d'efforts pour se rendre jusque sur les sites d'hivernage, étant des très grands planeurs. Également, ce qui est à noter ici, c'est que la durée de la migration à l'automne est beaucoup plus courte que celle au printemps, donc 43 plus longue au printemps qu'à l'automne. Je vous ai parlé brièvement de la région de Poiling, pas de Poiling, pardon, de la halte migratoire au large de Terre-Neuve. Eh bien, on la voit qui apparaît ici, c'est la zone qui est utilisée à l'automne. Et puis au printemps, on a cette même zone-là qui est utilisée. Ça représente donc une étape importante pour les labs pour faire le plein d'énergie avant d'entreprendre soit la dernière étape de leur migration vers le nord ou leur grande migration vers les sites d'hivernage. Si on parle de chiffres maintenant, la distance qui est parcourue dans la migration d'automne est d'environ 14 000 km contre pas loin de 17 000 km à l'hiver. Une différence qui est significativement plus grande, en fait, avec 20 plus de kilométrage au printemps. Je vous fais apparaître ici un graphique du nombre quotidien d'immersion en fonction de la vitesse de migration en kilomètres par jour. Ce qu'on voit, c'est que la relation entre les deux variables est différente entre les saisons, à l'automne sur le graphique du haut et au printemps en bas. En fait, quand on regarde la vitesse de migration, qui est en moyenne de 385 km par jour au printemps, à l'automne, pardon, on voit qu'au printemps, elle est beaucoup plus faible, donc 46 plus élevé à l'automne qu'au printemps. Pour ce qui est du nombre quotidien d'immersion, on observe qu'il est 61 plus élevé au printemps qu'à l'automne. Donc, si vous vous souvenez, ce que ça représente, c'est qu'un oiseau avec plus d'immersion passe plus de temps sur l'eau, plus de temps à se reposer et ou à s'alimenter, contrairement à un oiseau qui en passe moins ou il passe plus de temps en vol. Alors que la majorité des oiseaux présentent une stratégie de time minimizing au printemps pour arriver rapidement sur les sites de reproduction, eh bien, l'AB semble adopter cette stratégie-là plutôt à l'automne. Au printemps, on va plutôt parler d'une stratégie qualifiée de fly and forage, où les oiseaux vont progresser tranquillement et vont passer beaucoup plus de temps à s'alimenter en cours de migration, vont se déplacer moins rapidement, vont faire des arrêts plus fréquents. C'est donc ce qu'on semble observer dans notre cas. On n'associe pas cette stratégie-là à un manque ou une disponibilité moins grande des ressources durant la période printanière, puisqu'on n'a pas observé, en fait, on n'a pas observé de différence marquée à ce niveau-là, mais on pourrait l'associer à de différentes contraintes, à savoir des contraintes endogènes durant la migration d'automne et des contraintes environnementales dans la migration de printemps. Je m'explique. Donc, ce qui a été observé, c'est que les labs effectuent la mue de leurs plumes de vol sur les sites d'hivernage dans l'hémisphère sud. Donc, en finissant de se reproduire, ils ont tout avantage à migrer rapidement, à atteindre rapidement les sites d'hivernage pour commencer et compléter la mue de leurs plumes de vol avant de devoir reprendre la migration vers le nord, vers les sites de reproduction en Arctique le printemps suivant. Au printemps, lorsque les oiseaux s'approchent des régions arctiques à la fin mai ou au début juin, il se trouve que la banquise est encore bien installée dans plusieurs endroits dans les mers du Nord, ce qui contraint grandement l'accès aux ressources marines. Les oiseaux ont donc accès à quelques pollinies ou à quelques embouchures de rivières qui commencent à dégeler tranquillement, mais les sources de nourriture se font plus rares. Également, en arrivant dans la toundra, si le paysage est complètement enneigé, comme on le voit sur la photo ici, ça restreint d'abord l'accès au site de nidification, donc il n'y a pas d'endroit pour nicher, mais aussi l'accès aux ressources alimentaires. Leur principale source de nourriture en été, c'est les lemmings bruns et les lemmings variables. Donc, si ces espèces-là ont encore accès à un manteau neigeux, ils vont se cacher en dessous plutôt que d'être accessibles facilement aux prédateurs. De plus, c'est une ressource qui est cyclique, comme je vous l'ai mentionné plus tôt, donc avec des abondances qui sont très variables d'une année à l'autre. En arrivant tôt en Arctique, les labs pourraient être confrontés à un milieu plus hostile où les conditions météo peuvent être extrêmes, peuvent être défavorables et l'accès aux ressources alimentaires réduit. Donc, d'arriver tôt pourrait avoir des effets néfastes sur leur reproduction et même sur leur propre survie. Donc, d'avoir une migration plus lente à l'automne, au printemps, pardon, et d'arriver plus tranquillement vers les sites dans le nord leur permettrait d'anticiper les effets négatifs qui pourraient y avoir en lien avec les conditions défavorables et d'arriver en bonne condition et être capable de se reproduire rapidement à leur arrivée. Donc, pour résumer tout ça en quelques mots, j'ai décrit pour la toute première fois la migration des labs en Arctique canadien. J'ai également pu démontrer que, contrairement à la majorité des espèces qui utilisent une stratégie de time minimizing
au printemps. Les labs semblent plutôt utiliser cette stratégie-là à l'automne, au détriment d'une stratégie de fly and forage qui leur permet d'arriver en bonnes conditions et d'avoir les ressources nécessaires pour se reproduire. Et finalement, en comparant la stratégie migratoire du lab à d'autres migrateurs transéquatoriaux qui vont nicher en Arctique, ce qu'on observe, c'est que la stratégie migratoire optimale est vraiment spécifique à l'espèce. Donc, je vous remercie de votre écoute.